Tout commence avec une bobine de film retrouvée par hasard dans un sous-sol de la région de Montbéliard. Ces images datent du début du siècle dernier. Elles nous montrent les premiers balbutiements d'un étrange appareil, un des ancêtres de l'hélicoptère. Cette machine a été inventée par Étienne Eumichen, un savant et ingénieur français. Grâce à elle, il fut le premier à réussir un vol d'1 kilomètre en circuit fermé. Ce record, il le doit à ceux qu'il appelle ses maîtres en aviation, les oiseaux et les insectes, qu'il a passé sa vie à observer pour tenter de percer leurs secrets. Ingénieur, bricoleur de génie, pilote d'essai mais aussi brillant naturaliste, Eumichen a laissé derrière lui nombre d'inventions et de théories. Et pourtant, après sa mort, il a complètement disparu de l'histoire. Comment a-t-il pu sombrer dans l'oubli ? « 1892. Étienne Eumichen a 8 ans. Il vient tout juste de perdre son père. Sa mère l'emmène en train à Lyon pour demander asile à des oncles fortunés. L'un de ses oncles, touché par son chagrin, décide d'emmener le petit garçon à la foire commerciale de la ville. L'attraction la plus spectaculaire est une ascension à plus de 500 mètres d'altitude dans un ballon captif. Cette ville de Lyon qu'il détestait, qui était pour lui le symbole de l'horreur, de l'exil, voilà qu'il la découvre du haut de ce ballon. Les collines de Fourvière, le confluent de la Saône, du Rhône, tout ça, magnifique. Et une fois redescendu, il a dit « Quand je serai grand, je ferai une machine pour monter comme ça ». Bon, qui n'a dit « Quand je serai grand », seulement lui, il l'a fait. Dès lors, le petit Étienne n'a de cesse de réaliser son rêve. Rentré chez lui, il tente de réitérer l'expérience du ballon à l'aide d'un globe de papier et d'un carton à chapeau en guise de nacelle, relié par un tuyau au fourneau de la maison. Le ballon de papier finit par s'envoler. Étienne s'imagine à son bord, s'éloigner de la terre et contempler le monde, si petit du haut du ciel. Voler comme l'oiseau. C'est le rêve insensé d'Icare que les hommes n'ont jamais cessé de poursuivre envers et contre tout, animés par la certitude inébranlable que cela était possible. Et en ce début du XXe siècle, ce qui paraissait une vaine folie est en train de devenir réalité. Les premiers avions voient le jour. Très vite, ils sont capables de réaliser des performances remarquables, voler sur de longues distances et même traverser les mers. Alors que le jeune Étienne continue ses expériences farfelues en attendant de devenir grand, d'autres inventeurs en mal de vertige se lancent dans l'aventure de l'hélicoptère. Ils veulent faire mieux que l'avion, créer une machine qui puisse décoller et atterrir verticalement, rester immobile dans l'air et voler aussi bien à grande qu'à petite vitesse. Mais les débuts sont laborieux. L'entreprise s'avère un véritable casse-tête technique que les pionniers ont bien du mal à relever. Que cherchait-on à faire? On ne cherchait pas à faire un hélicoptère moderne comme on le connaît aujourd'hui. On cherchait à faire une machine pratique. Quoi? Eh bien, une machine qui puisse à la fois voler comme un avion et en même temps décoller verticalement. Bref, le rêve.
Faire un hélicoptère, on sait une chose, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas de moteur, ensuite, on n'a pas les matériaux, et puis on n'a absolument aucune notion de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'aérodynamique. Donc, comment vole un hélicoptère, on ne le sait pas très bien. On sait que c'est un petit peu comme un moulin à vent, que ça va tourner, que ça va s'élever, que si on oriente les pales comme ça, ça facilitera les choses, mais on en est globalement là. Parmi les pionniers de l'hélicoptère, deux hommes vont particulièrement compter. Louis Breguet et Paul Cornu. Aîné d'une famille de 13 enfants, Paul Cornu est le fils d'un réparateur de bicyclettes de Lisieux, qui aime aussi inventer toutes sortes de machines. Dès son plus jeune âge, Paul travaille à l'atelier avec son père et se passionne lui aussi pour la mécanique. Jusqu'au jour où il se lance dans la construction d'un hélicoptère. 100 ans plus tard, quelques étudiants curieux de l'École supérieure des techniques aéronautiques ont entrepris la fabrication d'une réplique de sa machine. Quand on le regarde comme ça au premier abord, ça fait vraiment la machine des fous volants au début de l'aviation. On s'est dit vraiment, ça peut pas marcher, il n'y a pas idée. Mais en fait, c'était vraiment très bien à l'époque, avec les matériaux qu'ils avaient. C'était quand même quelque chose de très ingénieux. Deuxième, s'il te plaît. Ouais, ce serait là. La machine, elle est à l'image de l'homme. Et l'homme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mécanicien de génie qui fabriquait des vélos, qui sait ce que c'est qu'un engrenage, qui sait ce que c'est qu'une roue à rayons et qui va assembler tout ça pour faire une machine volante. Eh bien oui, la tête de rotor, eh bien qu'est-ce que c'est la tête de rotor chez Paul Cornu? C'est une roue de vélo. Et autour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a des chaînes à vélo. Et tout ça fait un ensemble mécanique. Il suffit de mettre un moteur au milieu, eh bien, mon Dieu, grâce à ces chaînes à vélo, on va entraîner des systèmes giratoires. Et ces systèmes giratoires, eh bien, il y a un moment où ça va finir par bouger. Et peut-être même à faire décoller la machine. C'est ça, la machine de Paul Cornu. Les premiers essais sont loin d'être concluants. Pourtant, Cornu ne se décourage pas. Il expose sa machine dans les foires et continue ses expériences. S'il avait fallu voler, moi non, j'aurais jamais eu peur à mon avis de monter dans la machine, au contraire. Même si c'est vrai que ça paraît casse-gueule avec les rotors qui tournent juste au-dessus de la tête, cette courroie qui tourne à 900 tours devant nous, le moteur qui pétarde juste devant. Mais ça aurait été tellement fantastique d'être dans les traces des pionniers que je pense pas que le danger nous aurait fait vraiment peur. C'est comme le mec, le premier qui a marché sur la Lune. Il n'a pas pensé au danger qu'il pouvait y avoir. C'était le premier à faire ça et il a foncé, quoi. Le 13 novembre 1907, Paul Cornu met les gaz. Mais la machine s'emballe. L'inventeur s'agrippe alors au châssis, qui décolle de 30 cm. C'est le premier vol d'un hélicoptère libre, monté par un pilote. Cornu tente d'autres essais, mais les hélices s'étiolent, les courroies perdent leur adhérence. Et malgré ses efforts, l'engin ne s'arrachera plus du sol. Peu importe, car avec ce saut de puce, qui représente un bond de géant dans l'aventure de l'hélicoptère, Cornu est entré dans l'histoire. Au même moment, dans les environs de Douai, Louis Breguet effectue les derniers tests de sa machine. Louis est le fils d'une célèbre famille d'horlogers et d'industriels qui ne voit pas forcément d'un très bon œil les activités jugées fantasques du rejeton. Malgré cela, le 20 septembre 1907, le jeune homme lance le moteur de son gyroplane. L'ensemble décolle sans que personne n'ait besoin d'aider quoi que ce soit. Et là, au contraire, il y a une espèce de panique parce que ça se passe trop bien, l'appareil monte trop haut et à 1,50 m, les gens commencent à se dire qu'est-ce qu'on fait et quelqu'un touche à la machine et du coup, ça crée une perturbation, il y a un câble qui lâche et l'appareil retombe assez violemment. Il y a le directeur de la maison Breguet à Paris, à l'époque, qui lui dit « mais je préférais que vous vous adonniez à la boisson plutôt que de faire des appareils plus lourds que l'air, c'est de la folie ». Il y a ceux qui lui disent qu'il est un jeune père de famille, et lui dit « non, c'est vraiment, j'en rêve toutes les nuits, c'est vraiment, ça doit être ma vie et c'est ça que je vais me consacrer à ça ». En dépit du succès controversé de sa première tentative, Breguet s'attaque à la construction d'un deuxième appareil.
Il parvient à le faire décoller jusqu'à une altitude de 3 mètres et réussit même une envolée sur une distance de 20 mètres. Mais en juillet 1908, au cours d'une nouvelle tentative, c'est la chute. Mais les gens de Douai, pour l'encourager, disent si M. Louis s'est écrasé, c'est bien qu'il s'était envolé. L'inventeur est déçu, mais comprend que les matériaux et les moteurs de son époque sont insuffisants pour lui permettre son rêve d'hélicoptère. Il décide de mettre toutes ses forces dans une autre aventure, l'aviation. Breguet et Cornu ont donc abandonné la partie. Tout au moins, provisoirement. Ces deux hommes-là vont tous les deux être les premiers. Alors je ne dis pas à voler, bien sûr, mais au moins à s'élever, à quitter le sol de quoi? De quelques centimètres. Eux diront de quelques mètres. Bon, allez, admettons, de quelques mètres, ils vont se soulever. Bon, vous savez, avec un petit peu de vent, on peut croire que c'est vrai, mais en tout cas, c'est certain, ils n'ont pas volé. Mais ils ont montré que les choses étaient possibles. Août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Tous les hommes en âge de se battre sont réquisitionnés. Les hélicoptonautes, envoyés dans les tranchées, interrompent brutalement leur quête du vol vertical. Depuis son voyage en ballon, Étienne Michenne est devenu un brillant ingénieur qui s'est fait remarquer par ses inventions. Pendant la guerre, il mobilise ses compétences au service de l'armée et met au point un modèle de tank entièrement nouveau qui se révélera à la Libération aussi performant sur les champs de bataille que dans les champs de betteraves. « 1918. Dans les rues, le peuple célèbre la fin d'une guerre dont on se promet qu'elle sera la der des der. L'heure est à l'euphorie et aux retrouvailles. En l'espace de quelques années, le progrès a envahi le paysage urbain. Le cheval, renvoyé au labour, a laissé place à l'industrie de la voiture. Durant le conflit, grâce au développement de la mécanique et à l'accroissement de la puissance des moteurs, les avions ont réalisé de véritables prouesses techniques, contrairement aux hélicoptères, qui ont encore tout à prouver. En ce début 1919, l'Aéroclub de France lance un concours pour encourager les recherches des inventeurs. Celui qui parviendra à faire voler un hélicoptère sur une distance de 1 km en revenant à son point de départ recevra une prime de 10 000 francs. Étienne Michenne est convaincu qu'il est temps pour lui de se lancer dans la course. Certes, les Américains ont déjà commencé, mais pour l'heure, leur vol ne se mesure qu'en centimètres. Tout reste donc à faire. En Europe, un inventeur a déjà démarré ses travaux. Il a pour nom Raúl Pateras de Pescara. Marquis de son état, Pescara est un ingénieur espagnol d'origine argentine. Remarqué par le ministère de la Guerre, il propose la construction d'un hélicoptère entièrement nouveau. On avait gagné la guerre de 14 grâce à l'aérien. Clément Ader disait « Qui aura la maîtrise du ciel aura la maîtrise du monde ». Du coup, les gens comme le marquis de Pescara ou d'autres qui venaient présenter des projets, les militaires disaient « Porte ouverte, mais monsieur, faites donc, vous êtes chez vous ». Parce que si on peut faire du vol vertical, aller surveiller l'ennemi puis revenir avec des renseignements, c'est toujours ça de gagner et on prend de l'avance. Dès 1918, Étienne Michenne s'installe à Valentigney, un village de Franche-Comté situé à quelques kilomètres de Montbéliard. L'entreprise Peugeot Frères a décidé d'aider ce passionné d'aéronautique en lui prêtant la somme de 180 000 francs. C'est suffisant pour démarrer. L'ingénieur fait construire un atelier et un hangar, rachète à Peugeot 2 moteurs prévus pour équiper les avions, embauche une petite équipe et l'aventure commence. Pour Michenne, les pionniers de l'hélicoptère ont échoué parce qu'ils n'avaient aucune connaissance des lois de l'aérodynamique. Nous sommes encore complètement surclassés par la nature. L'accident d'aviation est à peu près inconnu chez les animaux volants.
En dehors de tout piège, c'est l'homme et l'homme seulement qui tombent lorsqu'il s'avise de vouloir voler. Dessinateur à l'occasion, Étienne Michenne se plaisait à inventer le récit d'un ingénieur qui lui ressemblait. Ses dessins racontent l'aventure intérieure du savant et sa quête des mystères du vol. Convaincu que les insectes et les oiseaux ont tout à lui apprendre, Michenne se met à les observer. Le savant imagine que ces animaux sont des machines à voler, réalisées par un ingénieur constructeur dont il doit décrypter la démarche. À force de les disséquer et de les étudier en tous sens, il commence à identifier les lois qui régissent leur mécanisme de vol. Très vite, l'animal va ainsi devenir pour lui une source d'inspiration pour construire un hélicoptère. 20 ans avant Michenne, Jules-Étienne Marais, inventeur de la chronophotographie et précurseur du cinéma, avait étudié le mouvement animal avant de s'intéresser à la cinétique du mouvement humain. En s'attachant à l'observation des oiseaux et des insectes, Étienne Michenne met ses pas dans ceux de Marais. Il développe une caméra à haute vitesse et découvre lui aussi le mouvement animal. J'ai le souvenir qu'il s'est intéressé en particulier à des papillons bien connus, les sphinx, donc des sphingides, des papillons crépusculaires à très gros corps velus, avec des ailes de petite taille, et ces ailes battent de manière extrêmement rapide. Alors, Michenne a compris que les ailes battantes des insectes avaient une fonction beaucoup plus complexe que l'aile fixe des planeurs ou des avions, en ce sens que c'est un instrument qui réalise simultanément deux fonctions, la fonction de sustentation, donc permettant le vol, mais aussi et simultanément la fonction de propulsion. Et pratiquement aussi une troisième fonction qui est fondamentale pour le vol, qui est la fonction d'équilibration ou de stabilisation. Donc il s'agit de réaliser la même chose, et pour cela, il choisit d'essayer de transposer ces solutions animales à une machine susceptible de faire décoller un homme, et donc il choisit d'expérimenter le vol vertical, donc une série de rotors accélérant un flux d'air vers le bas. Avec ces rotors qui font tourner de grandes hélices, Michenne cherche à reproduire un mouvement équivalent au battement des ailes du papillon. Il veut s'attaquer au premier défi technique, la sustentation, c'est-à-dire la capacité de se maintenir dans l'air sans tomber. Mais il se heurte à une difficulté. Comment trouver un moteur suffisamment puissant pour soulever du sol son hélicoptère qui fait plus de 280 kg? Il contourne l'obstacle en dotant sa machine d'un ballon rempli d'hydrogène, qui doit alléger suffisamment l'appareil pour lui permettre de décoller et aussi assurer une fonction de parachute en cas de panne du moteur. Michenne se lance et fait ses premières machines. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que comme Pescara d'ailleurs, il apprend à les piloter. Et là, on découvre tout, parce que imaginez un petit peu, vous montez sur une machine comme ça, personne n'en a jamais fait, il va falloir les piloter. Donc il faut inventer les commandes, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc on invente tout de A à Z. Étienne Michenne réussit son premier vol le 15 janvier 1921. Durant les mois qui suivent, l'inventeur multiplie les essais, réalisant avec son appareil plus de 18 ascensions. La vie de Valentinier va en être bouleversée. Ah, oui, Michenne. Vous savez, il le prenait un peu pour un fou. Lorsqu'il sortait son appareil, un de ses appareils, pardon,
depuis les hangars avec un cheval pour venir le long du Doubs sur le pré, le long de la rivière. Le mettre en route, ça faisait un bruit infernal, forcément. C'était un moteur horizontal à plusieurs cylindres, à échappement libre. Ça faisait une pétarade. Alors les gens de l'autre côté du Doubs, dans les cités, disaient « Voilà le fou, qui refait ?» Voyez-vous. Mais c'était un fou, mais surtout un savant. De son côté, à Barcelone, Pescara procède en grande pompe au baptême de sa machine. Sa démarche est très différente. Ce n'est pas un naturaliste, c'est un passionné d'automobile et d'avion qui connaît la mécanique sur le bout des doigts. Mais son objectif est le même. L'inventeur espagnol veut être le premier à boucler 1 kilomètre en hélicoptère. Le marquis de Pescara a commencé par la voiture. Donc tout simplement, il a pris la carcasse de voiture avec ses 4 roues, il a mis un mât et il a mis des hélices au-dessus en disant « je vais faire décoller ma bagnole ». Finalement, c'est le rêve de tout le monde. Qui n'a pas rêvé de décoller avec sa voiture? Il a eu ce rêve, il a essayé de le réaliser, c'est formidable. Alors, venez avec moi. Vous avez la voiture, vous avez les roues de voiture, un moteur déjà d'avion parce que c'est un moteur très puissant, c'est l'un des derniers. La chose la plus difficile, évidemment, c'est de monter dedans. Vous voyez qu'il y a des amortisseurs, les cylindres en étoile qui alimentent par un système d'embrayage très complexe les rotations des pales. Et puis, il était assis complètement à l'arrière. Pourquoi à l'arrière? Parce que le moteur pèse très lourd et il faut équilibrer. Et donc ici, il s'installait là avec... devant son moteur d'essence, et il était quand même gonflé parce que en cas de feu, il était en première ligne, et s'extraire de là-dedans, eh bien, c'est pas facile. Il avait l'accélérateur au pied, donc ce monsieur était un véritable génie de la mécanique. On se demande comment ça a pu décoller, mais ça a décollé. Dans les premiers temps, on ne sait qui, de la machine ou de l'homme, a le dessus sur l'autre. Dans ce processus d'apprentissage mutuel, la stabilité reste de toute évidence précaire. Tous les prétendants de l'hélicoptère sont logés à la même enseigne. Pescara, pas plus que Michel, ne parvient à contrôler sa machine. Ces performances laborieuses font sourire. La presse et le cinéma ne ratent pas une occasion de se moquer de ces inventeurs, prêts à tout pour être le premier. Il y avait évidemment une rivalité parce que le budget, il n'est pas extensible à l'infini. Donc l'argent, il faut pouvoir le ramasser et chacun vient frapper à la porte, soit de l'armée, soit d'investisseurs privés, soit de mécènes, et il n'y en a pas 36 000. Donc il se faisait concurrence, c'est évident. Et la notoriété fait que soit on est le premier, soit on n'est rien du tout. Donc il faut être le premier. Et pour être le premier, eh bien, il faut aller vite. Malgré la réussite indéniable de son premier vol, Étienne Michel sait bien qu'il lui reste du chemin à faire. Il n'est pas encore parvenu à répondre au deuxième défi posé par le vol vertical, la stabilité. De plus, il doit faire face à de sérieuses critiques. Sa machine numéro 1 n'était pas vraiment un hélicoptère, il a utilisé un ballon. Certains disent que c'est comme s'il avait triché. À contre-cœur, il décide de s'en affranchir. Mais comment réussir à fabriquer un appareil stable et sûr sans l'apport d'un ballon? L'inventeur s'avance dans l'inconnu. À quoi se référer sinon au mécanisme du vol animal, qui seul permet à un corps de se propulser dans l'air sans tanguer dans tous les sens?
Il se promène dans la campagne et passe des heures à traquer le vol du héron comme celui des moineaux. Il s'intéresse aux atterrissages des uns et des autres, compare le bassin du canard qui amérit à celui de la poule qui se pose. Grâce à ces clichés photographiques, Eumichen constate alors que ce sont les torsions et les cambrures imprimées par l'oiseau sur ses ailes qui lui permettent de voler de façon stable et sûre. C'est exactement ce qu'il recherche. De retour à l'atelier, il met au point avec son équipe de nouvelles hélices en s'inspirant directement de l'aile de l'oiseau. Capables de s'incliner, ces hélices doivent permettre de changer facilement de direction en toute sécurité. Son nouveau prototype, présenté à la presse au printemps 1923, est un monstre mécanique qui pèse près d'1 tonne. Doté de 11 hélices, dont 5 chargées d'assurer la stabilité, c'est un appareil très complexe, qui nécessite une attention de tous les instants. L'ingénieur choisit d'en prendre les commandes et d'assumer seul les risques du pilotage. Les essais sont concluants. Il parvient à le faire voler plusieurs fois à une altitude de 2 à 3 mètres. Encouragé par ses premiers résultats, il tente d'aller plus haut et réussit à s'élever à plus de 15 mètres. Mais il frôle bientôt la catastrophe. Cette machine avait de temps en temps des oscillations assez brutales. Et en particulier, un jour, une oscillation était tellement brutale qu'il est entré dans le sol à une vitesse terrifiante, de telle sorte que le choc a été très dur. Les hélices en miettes, tout éclatait dans un bruit de tubes cassés. Et mon père m'a raconté qu'il avait vu tous ses compagnons détourner la tête pour ne pas voir le patron se tuer. L'écrasement s'est arrêté au siège du pilote. Une veine extraordinaire. L'hélicoptère est complètement détruit. Étienne Eumichen aurait pu y laisser sa vie. Il s'en tire avec une forte commotion et un poignet foulé. Mais cet accident va le marquer profondément. À mon avis, il faut une sacrée dose d'inconscience pour voler là-dessus. C'était vraiment une usine à gaz. Et Eumichen avait bien du mérite de piloter ce genre de machine. Il n'avait pas de quoi s'ennuyer. Qu'est-ce qui a pu causer la chute de l'appareil? Claude Nobile, professeur de mécanique à l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, tente presque 100 ans après de comprendre les causes de cet échec. Au musée de Montbéliard, le chercheur a retrouvé les plans de toutes les machines d'Étienne Eumichen. Avec l'aide de ses étudiants, Claude a entrepris la modélisation en 3 dimensions de l'hélicoptère accidenté. 6 mois de travail ont été nécessaires pour assembler informatiquement les 500 pièces du puzzle. Il a ensuite tenté de recréer les conditions du vol. L'hélicoptère modélisé a été soumis à un test qui simule les vibrations de l'appareil selon la vitesse de rotation du moteur. Ouh là là. Arriver à avoir le contrôle avec des déformations pareilles. À un moment donné, quand il commençait à atteindre le régime qui s'était fixé, c'est-à-dire à peu près une vitesse de rotation de 1000 tours par minute, il a commencé à sentir que son appareil avait un comportement bizarre et il avait du mal de le contrôler. Mais là, en fait, comme il se trouvait à une fréquence de résonance de l'appareil, la structure s'est complètement déformée. Et là, il est parti rapidement dans les décors et il a failli perdre la vie, quoi. Eumichen a certainement compris intuitivement qu'il lui fallait éviter certains régimes du moteur. Il remet en état son appareil. Mais les commanditaires, refroidis par l'accident, menacent de le lâcher. Il faut faire vite et prouver que cette machine est bel et bien capable de battre des records. De son côté, Pescara a toujours, lui aussi, en tête de réaliser le kilomètre en circuit fermé.
Tout au long de l'année 1923, il accumule les records. 40 mètres en circuit fermé, puis 83 mètres à 2 mètres du sol, puis 200 mètres à 6 mètres d'altitude. Pas à pas, il s'approche de son objectif. Le 1er avril 1924, il franchit la barre des 750 mètres. Dans son atelier, Étienne Michenne procède, lui, au dernier réglage de son hélicoptère ressuscité. Ce 4 mai 1924, il joue son va-tout. Les experts du service technique de l'aéronautique et les officiels du ministère arrivent à Valentigney, les uns après les autres, pour homologuer la performance qui décidera de la poursuite de leur soutien. L'inventeur, qui s'est considérablement endetté auprès de Peugeot et de sa banque pour équiper son dernier atelier, n'a pas d'autre choix que de réussir. Accomplir ce parcours de 1 km en circuit fermé prouvera enfin que sa machine est réellement pilotable. C'est une étape fondamentale dans l'histoire de l'hélicoptère. Et Eumichen sait que s'il n'y parvient pas ce jour-là, Pescara y arrivera sans doute dans les semaines qui suivent. « 1210 tours. D'un bloc, l'appareil décolle et monte droit en l'air. Une tempête hurlante de vent s'abat verticalement, arrachant des brins d'herbes et des graviers qui me mitraillent la figure. L'appareil flotte en un bel équilibre, dans un ouragan artificiel, déchaîné par les 150 chevaux du moteur dont les cylindres crachent de courtes flammes bleues. L'appareil tangue légèrement. La manœuvre immédiate du manche à balai le redresse à chaque inclinaison. Elle comprend, la belle machine, ce que j'attends d'elle aujourd'hui. L'appareil parcourt correctement les 2 premiers côtés du triangle, mais le deuxième piquet jalonnant le second virage est dépassé de beaucoup en raison d'une certaine lenteur à tourner. Je survole ainsi une partie du terrain, coupée de fossés profonds et de petits vallonnements très dangereux. Le vol est calme, reposé, magnifique. À terre, sous moi, j'aperçois pourtant l'herbe écrasée par l'air que les hélices refoulent de haut en bas à raison de 1500 mètres cubes à la seconde. Le point d'arrivée, assez difficile à discerner, m'est indiqué par les hommes de mon équipe. Et quelques secondes après, je suis à un peu moins de 2 mètres de mon point de départ. L'hélicoptère se pose droit et touche doucement des 4 patins à la fois. Atterrissage impeccable. Le triomphe est total. La presse, qui s'était tant moquée de ces fous volants, célèbre enfin son héros, celui qui vient d'offrir à la France un record dans le domaine si concurrencé de l'aéronautique. Eumichen savoure son succès, empoche la prime de 10 000 francs de l'aéroclub et se voit verser les 90 000 francs promis par l'armée. Il peut ainsi rembourser ses dettes. Raoul Pescara doit s'incliner. Il a perdu le combat. Pour Étienne Michenne, le moment est enfin venu de goûter à la détente et aux retrouvailles familiales. Dans la vie, il faut s'acharner comme un perdu sur le but poursuivi. On souffre, on est malheureux, on reçoit 1000 coups, mais si l'on persiste, on passe. Et la récompense est toujours royale. En se confiant ainsi à son fils, l'inventeur ne se doute pas encore qu'il est à l'apogée de sa carrière. Fort de son succès, il se remet très vite au travail. Avec l'aide de ses compagnons, plus motivés que jamais,
il se lance dans la construction d'un nouvel engin qu'il veut plus moderne, plus léger et surtout plus simple. Sa précédente machine lui a valu un record, mais ses 11 hélices la rendaient très difficile à piloter. Comment faire pour réduire le nombre d'hélices? Au cours de ses promenades solitaires, Eumichen se passionne pour une nouvelle espèce. Il semble bien que les libellules soient les plus douées de tous leurs congénères pour la locomotion aérienne. Leur appareil de vol est remarquablement puissant. Les ailes se prêtent aux modifications de formes les plus diverses, sous l'influence de tout un système compliqué de petites rotules, de minimes articulations. Il n'y a pas si loin de la rotation des ailes d'insectes à celle des pales de l'hélicoptère. Le savant a remarqué que les 4 ailes, indépendantes les unes des autres, s'attachent également à battre dans l'horizontale, afin d'éviter au corps de tourner sur lui-même. Pourquoi alors ne pas placer une hélice perpendiculairement aux hélices principales? C'est ainsi qu'il brevette le rotor anticouple. De toutes les innovations introduites par l'inventeur, le rotor anticouple est sans doute la plus importante. Cette petite hélice située à l'arrière de l'appareil, qu'on retrouve aujourd'hui sur la plupart des hélicoptères, l'empêche de tourner sans fin sur lui-même. Il l'adopte sur sa machine numéro 3, qui ne comporte qu'une seule grande hélice. Plus simple d'aspect, plus léger aussi, cet appareil ressemble aux hélicoptères modernes. Pourtant, Eumichen ne réussira pas à voler avec, car la machine rencontre encore de graves problèmes de stabilité qui la rendent dangereuse. L'ingénieur se questionne. Où a-t-il échoué? Pourquoi l'hélicoptère n'est-il pas capable de faire aussi bien que l'oiseau ou l'insecte? Il repense au ballon qui équipait son premier prototype et lui avait permis de voler en toute sécurité. Cette sécurité qui le préoccupait si fort qu'elle lui avait même inspiré un petit poème humoristique. Il faut dans notre jeu mettre tous les atouts. On ne peut dans les cieux voler comme des fous, se rire du péril en disant je m'en fous. On finirait toujours par tomber dans le trou. Icare est un crétin pour la postérité. Ce qu'on cherche avant tout, c'est la sécurité. Pour avoir piloté lui-même toutes ces machines, eu quelques accidents dont il a miraculeusement réchappé, Étienne Eumichen sait que dans un hélicoptère, toute panne à plus de 15 mètres d'altitude signifie presque à coup sûr la mort. Est-ce pour cette raison, ou parce qu'il se souvient avec nostalgie de son voyage d'enfant au-dessus des collines de Fourvière? Quoi qu'il en soit, l'inventeur décide de revenir au ballon pour sa 4e machine, qu'il baptise Helicosta. C'est au début de l'hiver 1932 qu'ont lieu les premiers vrais essais. La neige s'est invitée, mais elle n'empêche pas Eumichen d'évoluer avec virtuosité aux commandes de son nouveau jouet, surmonté d'un ballon de 400 mètres cubes. L'Helicosta est une réussite. Très stable, facile à piloter, capable d'une grande liberté de mouvement. Au fil des vols d'essai, saison après saison, l'ingénieur teste son appareil et confirme ses performances devant des journalistes et des caméramens venus du monde entier. Virage à gauche, virage à droite. Jamais Étienne Eumichen n'avait pris autant de plaisir à piloter l'une de ces machines. Aveuglé par la parfaite stabilité et la sécurité de sa machine,
il ne voit pas que le ballon, par son encombrement et son inertie, est loin d'être la solution la plus satisfaisante. J'ai commis l'erreur de ma vie, avouera-t-il 20 ans plus tard. En parallèle, Raúl Pescara, son rival, prouve qu'il est tout à fait possible de sécuriser un hélicoptère sans recourir à un ballon, en inventant ce qu'il appelle le coup de frein Pescara. Alors qu'est-ce que c'est le coup de frein Pescara? C'est pas un coup de frein que l'on donne sur une pédale, pas du tout. Il a compris une chose, c'est que si le moteur s'arrête, il était possible de débrayer le rotor et l'on ne tombait pas comme une pierre. Parce qu'à l'époque, on disait, mais attendez, le jour où tout ça s'arrête, vous tombez comme une pierre, il n'y a pas d'aile pour vous tenir. Et là, Pescara a compris que non, c'est pas vrai, l'hélice allait continuer à tourner, le rotor allait continuer à tourner, qu'on allait pouvoir se poser. Si Pescara et Eumichen ont réussi chacun à trouver des solutions pour sustenter, stabiliser et sécuriser leur machine, il leur reste un nouveau défi à relever: propulser leur hélicoptère. L'armée accepte de continuer à aider financièrement Eumichen s'il arrive à voler à 100 km/h sur 2 km de distance en lâchant les commandes. Étienne Eumichen construit une nouvelle machine, à laquelle il adjoint cette fois un ballon sphérique. Dans le hangar d'Orly, ce 2 mars 1935, l'inventeur parcourt plus de 40 allers-retours à la verticale et, conformément à ce qu'il avait annoncé, lâche à plusieurs reprises le manche de son appareil qui flotte ainsi en un bel équilibre. Mais avec son ballon, il ne peut atteindre les 100 km/h escomptés. Dans une décision sans appel, l'État déclare alors que sa machine est sans avenir et suspend définitivement ses crédits. Pescara, qui n'a pas réussi lui non plus à réaliser une machine convaincante, a fini par entamer la patience des militaires. Poursuivi par ses créanciers, il quitte la France et renonce aux hélicoptères. Les raisons pour lesquelles le marquis de Pescara abandonne ses recherches et se consacre à nouveau à l'automobile, sa première passion, ses premières amours, probablement une question financière d'abord, parce que l'État français il a fini par faire ses comptes, il s'est aperçu qu'il y a eu quand même pas mal d'argent investi pour pas beaucoup de retours. Il a commencé probablement à avoir des doutes sur son invention et surtout sur le modèle qui est du contrat rotatif à plusieurs pales, qui n'est pas facile à contrôler parce qu'il a fait quand même des centaines d'essais. Et puis on finit par être découragé un jour, faute de moyens, faute de passion. J'ai des exemples dans ce musée de l'air d'inventeurs qui ont vendu leur maison, qui ont vendu quasiment tous les biens de famille, qui sont morts dans la misère parce qu'ils allaient jusqu'au bout de leurs inventions. Lui, il a peut-être eu la sagesse de s'arrêter et de passer à autre chose. Coup de théâtre. Après avoir travaillé plusieurs années dans l'aviation, Louis Breguet revient à ses premières amours. Villa Coublay, le gyroplane Louis Breguet effectue son premier vol d'essai piloté par Claes. Les hélicoptères réalisés jusqu'ici manquaient de stabilité et s'ils avaient la faculté de s'élever verticalement, ne possédaient que très imparfaitement celle de se déplacer horizontalement. Cet appareil laboratoire... S'appuyant sur tout ce qui a été tenté avant lui par les pionniers, il parvient à réaliser une synthèse et crée en 1936 le gyroplane. Une machine stable, rapide et autonome. C'est le premier hélicoptère moderne de l'histoire de l'aviation. Dépassé par ses pairs et désormais à court de financement, Eumichen est contraint à la mort dans l'âme d'arrêter définitivement ses recherches sur le vol vertical. C'est la fin de sa carrière d'inventeur. Mais bientôt une nouvelle vie va commencer pour lui. Ses travaux sur les insectes et les oiseaux obtiennent reconnaissance auprès du Collège de France, qui lui propose à la fin des années 30 de devenir professeur. Par un clin d'œil du destin, c'est la chaire occupée jadis par Jules-Étienne Marais qui lui est offerte. Dans ses cours, il propose une approche originale pour étudier la logique du mouvement animal et devient le précurseur de la biomécanique.
La biomécanique consiste tout simplement à envisager l'une des fonctions que remplit un animal donné, puis à se faire par la pensée le créateur de l'animal lui-même, son ingénieur constructeur. L'inventeur restera émerveillé toute sa vie face aux réalisations de la nature et au mécanisme parfait de celui qu'il appelait le grand ingénieur du ciel. Dans les années 1950, en décalage complet avec l'époque qui ne jure que par l'industrialisation et la technique, Étienne Michenne a bien du mal à faire connaître ses travaux. Et plus personne ne se souvient de ces étonnantes machines. Il disparaît en 1955, oublié de tous. Jusqu'au jour où, bien des années plus tard, l'esprit original de sa démarche se ranime. Comment imaginer qu'à l'origine de cette invention, il y a l'oiseau, il y a l'insecte? Après avoir longtemps tourné le dos au monde animal, les recherches d'aujourd'hui intègrent désormais cette dimension du vivant, introduite par Michenne il y a plus de 80 ans, et qui relève de son héritage. Les scientifiques tentent de concevoir aujourd'hui des pales intelligentes, capables de réaction sans l'aide du pilote, ce qu'Étienne Michenne n'a jamais cessé d'espérer mettre au point. Ces pales-là sont capables de modifier leur forme. Alors, l'intelligence, elle est d'abord humaine, hein, c'est l'homme qui le fait, mais elles ont à l'intérieur un système qui permet de modifier leur structure. Ouais, c'est parfait, il est bien réglé. Toutes les amplitudes sont parfaites. Avionaute des temps modernes, l'ingénieur de recherche Hugues Desrochettes est l'initiateur de ce programme. Ma première idée, c'est j'ai fabriqué un premier démonstrateur chez moi avec des vis à tôle, enfin quelque chose du matériel vraiment de bas de gamme pour démontrer vous voyez, que le système, a priori, devait marcher. Et donc vous voyez, quand j'actionne, on pourrait appeler ça un vérin, eh bien vous avez un effet de torsion en extrémité de l'aile. Alors la technologie, en fait, c'est une pale qui est, si vous voulez, qui est très souple en torsion. Un petit peu comme une aile d'oiseau. Hein. Une aile d'oiseau, lorsque l'oiseau utilise ses muscles, elle se raidit. Eh bien, là, c'est la même chose. En fait, là, je vous simule deux pales. Eh bien, en fait, c'est une pale qui, suivant la rotation, se tord. Elle exerce une torsion hein, qui modifie son incidence hein, lorsque l'hélicoptère avance. Les intuitions d'Étienne Michenne étaient bonnes. Non seulement les observations des ailes d'oiseaux inspirent aujourd'hui les avionautes, mais les libellules sont aussi devenues des modèles à copier pour les scientifiques. Michenne, le biologiste, l'homme qui étudiait les petits insectes, l'homme qui étudiait les libellules, cet homme-là, aujourd'hui, on le retrouve dans ces techniciens qui travaillent sur le petit drone, ces petits objets qui ne sont pas plus grands qu'une libellule et qui, pour cela, étudient le vol des animaux. C'est exactement ce que faisait Michenne avec d'autres moyens dans les années 20, dans les années 30. Parmi les scientifiques qui s'inspirent du vol animal, Philippe May, microchirurgien à l'hôpital Saint-Louis, étudie les mouvements du thorax de la libellule pour comprendre comment elle accomplit toutes ces acrobaties. C'est l'objet de notre thème de recherche, de savoir il peut y avoir une corrélation intéressante entre ces mouvements, ces contractions du thorax et une participation donc, à la dynamique du vol de la libellule. Serait-il donc possible d'obtenir le mouvement d'élévation des ailes en actionnant la partie centrale avec laquelle elles sont reliées? Les observations de l'inventeur étaient exactes. Aujourd'hui, des prototypes tentent de reproduire le fonctionnement du thorax d'une libellule.
la modélisation 3D nous laisse entrevoir de quoi notre futur sera fait. Un drone aux allures de libellule, entièrement autonome. Un projet qui démontre que les rêves d'Étienne Eumichen étaient tout sauf des chimères. Ce qu'on a fait, c'est l'anticipation. Ça nous a permis de préciser comment nous, on imaginait l'utilisation ou l'emploi de ce petit véhicule. Ça nous a permis aussi de faire voir les différents travaux qu'on a réalisés sur des domaines excessivement différents, qui sont l'aérodynamique, les structures et l'étude plus attentive des libellules. Ça ne relève pas de la fiction, sauf que l'engin n'existe pas encore. Mais il commence à prendre tournure. Qu'est-ce qui vous reste, dites-moi un peu, de ce voyage si varié que je vous ai fait faire, vous promenant tour à tour dans l'espace et dans le temps? Car nous nous sommes promenés loin, je vous ai fait un peu quitter la Terre pour vous lancer dans l'espace des cieux, pour que vous sentiez que vous étiez des citoyens du ciel, déjà maintenant. Eh bien, ce voyage-là, je vous l'ai fait faire, peut-être était-il un peu vertigineux. Vous a-t-il fatigué? J'espère que non. Vous a-t-il au contraire apporté quelques douceurs? Je le souhaite de tout mon cœur.